Bonjour. Je remercie d'abord l'assistance d'avoir pu être là tôt malgré la soirée qui s'est terminée très tard hier soir. Et je tenais aussi à remercier la commission scientifique de m'avoir confié ce sujet, qui est la prise en charge de la glomérulonéphrite extramembraneuse à l'ère des PLA2R. Tout d'abord, pour les plus jeunes, je voudrais rappeler que, et pour nous tous, on sait tous, on nous a toujours appris à la faculté que l'extramembraneuse avait une définition histologique. Elle se définit, c'est une néphropathie glomérulaire. Je rappelle pour les plus jeunes que c'est une néphropathie glomérulaire qui se caractérise en microscopie optique par un aspect rigide des parois capillaires et en IF par des dépôts diffus et granuleux des IgG et qui en fait correspondent en microscopie électronique à des dépôts denses sur le versant externe de la membrane basale glomérulaire. C'est une cause fréquente du syndrome néphrotique de l'adulte et particulièrement chez le sujet, l'adulte jeune de sexe masculin. Elle peut être primitive ou idiopathique dans 75% des cas et puis dans 15% des cas, elle est secondaire, soit à des cancers, soit à des infections. Et en matière d'évolution, il est classique qu'elle évolue 35%, il y a de rémission spontanée, 35% de persistance du syndrome néphrotique et 30% d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Et quand on nous a toujours, l'extramembraneuse finalement n'est pas, quand j'ai revu l'épidémiologie, c'est vrai qu'en la comparant à d'autres maladies autres que néphrologiques, elle est dite rare, mais en fait elle n'est pas si rare en consultation pour nous néphrologues. Sur le plan épidémiologique, j'ai trouvé d'abord cette première étude allemande qui a sur plus de 2200 PBR. On retrouve que l'extramembraneuse est la deuxième cause des glomérulonéphrite primitives. Et puis j'ai trouvé une très belle étude, une très belle méta-analyse africaine qui a regroupé 24 études de 13 pays africains sur plus de 12 000 PBR. Et là, regardez sur cet histogramme, les barres en gris qui représentent l'Afrique du Nord, la glomérulonéphrite extramembraneuse est la troisième glomérulonéphrite primitive sur le continent, c'est-à-dire en Afrique du Nord. Et puis, je rappelle cette étude locale casablancaise sur une période de 15 ans, sur plus de 1500 PBR. Donc, la glomérulonéphrite extramembraneuse était la troisième classée des glomérulopathies biopsiées au service chez nous à Casablanca. Et cette glomérulonéphrite extramembraneuse a diverses présentations cliniques, puisqu'elle peut se manifester par des œdèmes très souvent, par une protéinurie le plus souvent néphrotique et souvent massive, et généralement elle n'est pas sélective, parfois carrément et le plus souvent un syndrome néphrotique, et également le tableau clinique peut associer une hématurie, une hypertension artérielle, une insuffisance rénale. Parfois même, le tableau clinique peut être bruyant et d'emblée on peut retrouver des complications de type thromboembolique puisque cette pathologie est extrêmement thrombogène. Il est clair qu'il y a eu vraiment des progrès immenses en matière de physiopathologie de l'extramembraneuse. Sur le plan physiopathologique, en fait, le début commence par des dépôts, c'est des complexes humains qui vont se déposer au niveau de la membrane basale glomérulaire et être à l'origine de la formation de trous, entre guillemets, ce qui va être à l'origine de la formation et de l'apparition de la protéinurie. De manière beaucoup plus précise, en fait, sur le plan physiopathologique, on distingue deux entités, deux situations. La première, c'est que, en fait, soit que ce sont des complexes humains circulants qui sont préformés et qui viennent se déposer sur cette membrane basale glomérulaire et entraîner toute la pathologie et la symptomatologie dont on va parler, soit que en fait ces complexes humains viennent se former in situ à l'intérieur de la membrane basale glomérulaire, soit sur un antigène qui lui aussi est exogène, c'est le cas ici, et donc c'est le cas par exemple de l'extramembraneuse
buzz puisque plusieurs antigènes ont été identifiés comme l'antigène, l'albumine sérique bovine cationique décrite par l'équipe de Ronco, comme le cas du gène de l'hépatite B qui va venir se planter et sur lequel va venir encore se planter par la suite l'anticorps et donc former ce complexe humain. Ou bien on a un troisième cas de figure, c'est où l'antigène est endogène et que l'anticorps va venir se planter sur cet antigène endogène. C'est le cas de de l'ancienne néphrite de Meheman qu'on connaît tous, et puis du cas de l'endopeptidase neutre d'allo-immunisation materno-fœtale également décrit par l'équipe de Ronco. Et dans cette catégorie-là, on inclut également les PLA2R et les thrombospondines A7. Et donc, tout cela, donc ces complexes humains vont entraîner une activation du complément, ce qui va être à l'origine par la suite de cette protéinurie. Donc vraiment cette découverte de l'antigène PLA2R a révolutionné l'extramembraneuse idiopathique et je vais vous le montrer sur plusieurs aspects. Donc, le premier qu'il a décrit, c'était l'équipe du professeur Salan. Ça a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2009. Et donc, il a pu déterminer sur une série de patients présentant une extramembraneuse idiopathique que 70% de ces patients présentaient un anticorps et qui a été identifié comme le PLA2R au niveau plasmatique dans 70% des cas. Il a même pu identifier ce gène au niveau des biopsies rénales qui ont été faites chez ces patients. Ces anticorps anti-PLA2R ont une grande valeur diagnostique et là je vous rapporte une méta-analyse récente qui a recensé plus de 2900 patients et vous voyez que vous avez regardé une aire sous la courbe qui est quand même considérable de 0,93 avec une spécificité presque parfaite et donc pour dire qu'un patient avec une extramembraneuse avec des PLA2R positifs a 50 fois de risque d'avoir une origine idiopathique qu'une autre. Cet anticorps anti-PLA2R, son taux est corrélé à la sévérité de la maladie et vous voyez que plus le taux augmente, plus la protéinurie est plus importante et plus l'hypoalbuminémie est plus basse. Et puis, il a aussi un intérêt évolutif. Vous voyez là que chez ces patients-là, les taux élevés au moment du syndrome néphrotique qui disparaissent en rémission et qui réascensionnent en période de rechute. Et également, mais quand on traite ces patients, regardez là, j'insiste sur ce 9 mois-là. Donc, dans cette série de patients qu'on a traités par rituximab, le premier élément qui commence à se négativer, ce sont les anti-PLA2R et bien plus tard, la protéinurie se négative. C'est-à-dire que quand on traite une extramembraneuse, un des éléments qui vont nous permettre de dire si ce patient a bien répondu au traitement, c'est cette négativation des anti-PLA2R. Et puis, bien sûr, regardez, les taux les plus bas de PLA2R sont associés à un plus grand risque de rémission. Là, je récapitule ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Regardez, ces anti-PLA2R plasmatiques vont augmenter en parallèle avec l'activité immunologique de la maladie et persister et se négativer en cas de rémission partielle ou totale. Mais ce qui est particulier, c'est ça ce que je voudrais attirer, c'est le point sur lequel je voudrais attirer l'attention, ce sont les PLA2R au niveau glomérulaire. Regardez, ce sont les premiers qui se positivent et c'est les derniers aussi et qui persiste même par la suite. Il y a certains auteurs qui préconisent que dorénavant, on ne devrait parler de rémission qu'après disparition de ces PLA2R au niveau de la biopsie rénale. Et puis, je ne pouvais pas parler des PLA2R sans une notion très importante qui est relative à tout ce qui est épitope. Et donc, je m'explique. Regardez là, c'est la structure de cette PLA2R et avec plusieurs domaines. Il y a 10 domaines. Et dans ce domaine-là, c'est le domaine qui est riche en cystéine et puis les autres domaines, CTLD1 et CTLD7. Et ces anticorps, alors il y a des études qui se sont basées sur, en utilisant des anticorps ciblant chacun de ces domaines. Et qu'est-ce qui a été trouvé? Regardez, une grande majorité de patients avaient des anticorps ciblant le domaine riche en cystéine. Et puis, en deuxième position, le domaine CTLD1 et en troisième, le domaine CTL7.
Plus, ce qui est particulier, regardez, qu'il y a 3 catégories de patients. Il y a une catégorie qui n'ont un anticorps dirigé que contre le domaine de cystéine. Une autre catégorie qui a à la fois contre la cystéine et le CTLD1, et une troisième qui a en fait contre les 3 domaines, les trois domaines. Et cette étude a révélé que, en fait, les patients qui n'avaient des anticorps dirigés que contre le domaine de cystéine, c'était des patients qui étaient plus jeunes, qui avaient des protéinuries plus faibles, un taux de rémission beaucoup plus important, et regardez, une néphroprotection, ou plutôt un moindre passage vers la chronicité. Et en fait, ceci est expliqué par ce qu'on appelle le phénomène de spreading ou l'étalement des épitopes, c'est-à-dire qu'en fait, il se produit un premier événement immunogène chez le patient qui va entraîner la formation de ces anticorps contre le premier domaine cystéine, et donc dans ce cas-là, la maladie elle est peu active, avec souvent des rémissions spontanées. Puis par la suite, lors d'une deuxième immunisation, il va y avoir des anticorps formés contre les autres domaines, et donc le tableau sera beaucoup plus bruyant et on aura de moindres rémissions. Et c'est pour ça que maintenant la thérapeutique vise à cibler ces domaines. Donc c'est des thérapeutiques actuellement qui vont être faites en fonction de ce ciblage de ces domaines. Sur le plan pratique, je me suis posé la question, quel test pour rechercher les anticorps anti-PLA2R en pratique de tous les jours? Regardez déjà sur cette figure-là. Le plus performant, c'est le Western blot, suivi par l'IF, suivi par l'ELISA. Mais en fait, le Western blot a été utilisé dans les études pionnières et donc il n'est pas adapté en situation, en pratique de tous les jours. L'IF sert comme test de dépistage et donc elle a une valeur semi-quantitative, elle est plus sensible que l'ELISA, notamment quand on a de très faibles taux d'anticorps anti-PLA2R, et c'est ce qui existe au Maroc. Malheureusement, ça ne se fait pas localement, mais c'est le plus souvent les laboratoires la sous-traitent en France, et c'est ce qui coûte 600 dirhams. Et le test ELISA qui, lui, est nécessaire pour le monitorage, c'est celui-là qu'on utilise pour monitorer le taux des anticorps anti-PLA2R, lui, avec cette valeur seuil à 14 et pour d'autres auteurs à 2. Donc, malheureusement, ce test ELISA n'est pas encore disponible au Maroc. J'ai demandé, il n'est pas encore disponible. Bien sûr, ce qui reste le gold standard, c'est la recherche des antigènes au niveau de la PBR elle-même. Ça a une valeur beaucoup plus, ils sont beaucoup plus précoces et beaucoup plus sensibles. Et puis, il y a eu 2 autres cibles antigéniques qui ont été également découvertes dans la glomérulonéphrite extramembraneuse idiopathique, l'antithrombospandine 7A. En fait, dans cette série, on a pris 150 extramembraneuses PLA2R négatives en recensant 2 cohortes, une cohorte européenne et une cohorte de Boston, et on a retrouvé que cet anticorps était présent dans à peu près 10% de ces patients-là. Et c'est ce que vous voyez même à la biopsie, l'antigène a pu être identifié. Et regardez, avec l'évolution de la maladie chez ce cas-là, regardez, dès l'introduction du traitement avec la baisse de la protéinurie, l'antithrombospandine 7A disparaît du sérum du malade. Et puis, j'ai trouvé aussi cette diapo. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'article relatif. C'est une diapo que j'ai empruntée au professeur Pierre Ronco, qui l'a présentée cette année à l'occasion du congrès des maladies rares dites orphelines, où deux autres antigènes, cibles antigéniques ont été identifiés, exostosine 1 et exostosine 2. En fait, ce sont des antigènes, pour résumer le travail, c'est que quand on a des femmes d'âge jeune avec un diagnostic de glomérulonéphrite extramembraneuse primitive, et bien quand on trouve ces marqueurs, ils doivent faire craindre une évolution lupique ultérieure. Donc, quand vous avez une extramembraneuse pure, dite idiopathique chez une femme jeune, il faut les demander, et s'ils sont là, eh ben, il y a de fortes probabilités que cette extramembraneuse évolue vers le lupus, qu'elle soit lupique. Maintenant, j'arrive à la démarche diagnostique. Et là, le premier impératif qui ressort de toutes les publications, c'est toujours rechercher une étiologie secondaire, quel que soit le taux de PLA2R, qu'il soit même positif ou négatif, toujours rechercher une étiologie secondaire. Et là, ces PLA2R, regardez, ils ont permis de faire une nouvelle catégorisation proposée donc, dans l'extramembraneuse en fonction de ce
taux de PLA2R qui soient là ou pas. Donc quand ils sont là, c'est fort probable que ça soit idiopathique, mais quand ils ne sont pas là, ben, c'est tout ce qui est pathologie secondaire. Mais ce que je voudrais attirer votre attention sur un point, regardez, les cercles, des fois, ils ne sont pas totalement distincts, c'est-à-dire qu'il y a quand même des cas où des PLA2R peuvent être positifs sans pour autant que l'origine soit idiopathique. Par exemple, les PLA2R peuvent être positifs dans la sarcoïdose, dans l'hépatite B, et particulièrement la thrombospondine D7 peut être associée à des cancers, on le verra. Et donc, regardez, donc la présence des PLA2R ne doit pas exclure la présence d'une infection ou d'un cancer. Il y a De Vries qui a vraiment fait des arbres décisionnels magnifiques sur l'extramembraneuse. Et regardez là, donc quel que soit, donc quand vous êtes dans la PLA2R, quand ils sont positifs, là, regardez, elle préconise de faire un screening standard pour dépister les cancers. Mais quand vous avez regardé ces deux situations, quand vous n'avez pas des PLA2R qui sont négatifs ou une prédominance à la biopsie des JGG 1, 2 et 3, je rappelle que dans l'extramembraneuse idiopathique, il y a une prédominance des JGG de type 4. Donc, mais quand c'est des JG1 de type 1, 2 et 3, ou bien quand on identifie ce fameux antigène antithrombospondine 7A, eh ben, le screening des cancers doit être beaucoup plus poussé dans ces situations-là. La ponction biopsie rénale, on m'a posé tout à l'heure la question, est-ce qu'elle est toujours d'actualité avec ces PLA2R? Eh bien, oui, moi je dis qu'elle est toujours d'actualité. La seule, je dis bien la seule situation où on peut se passer de ponction biopsie rénale serait, et je parle bien au conditionnel, où la protéinurie ne serait pas néphrotique et où la fonction rénale serait normale et où les PLA2R seraient positifs, qui sont tous des éléments de forte suspicion d'extramembraneuse idiopathique. Et d'ailleurs, c'est ce que relève Flowedge dans cet article récent. Donc, il évalue les patients déjà en fonction de la présence de PLA2R positif ou négatif. Et donc, quand c'est positif, que c'est un bas risque, on verra ce que c'est qu'un bas risque pour un Flowedge. C'est la seule situation où on peut se passer de ponction biopsie rénale et traiter. Mais dans toutes les autres situations, il faut faire une biopsie rénale. Qu'est-ce que le bas risque pour Flowedge? Ben, chaque fois que la protéinurie est à moins de 0,3,5 g, c'est un bas risque. Dans toutes les autres situations, c'est un haut risque. Donc, pour résumer, ponction biopsie rénale, on peut s'en passer que dans la situation où la protéinurie n'est pas néphrotique, la fonction rénale est normale et les anti-PLA2R positifs. Flowedge dit aussi qu'en fait, chaque fois que l'immunosuppression est envisagée, il faut faire une biopsie rénale. Pourquoi? Pour voir s'il n'y a pas d'autres processus concomitants et pour évaluer l'extension de la fibrose. Et également, quand on a un syndrome néphrotique avec une insuffisance rénale, il faut faire une biopsie pour éliminer une glomérulonéphrite extracapillaire, même, regardez, même dans les cas où les anti-PLA2R sont positifs. Donc, on est vers un changement dans la prise en charge thérapeutique de l'extramembraneuse. Je rappelle ces KDIGO qui recommandaient une certaine période que j'appellerais wait and see, où un traitement conservateur symptomatique était préconisé et où on ne prenait la décision de traiter qu'après 6 mois. Ce traitement symptomatique comprenait donc un traitement antiprotéinurique non spécifique de première intention, avec comme objectif une protéinurie à moins de 0,5 g/jour et une tension artérielle à moins de 13,8, avec comme moyen les inhibiteurs du système rénine-angiotensine, un régime hyposodé et des diurétiques, associé à un traitement hypolipémiant avec comme objectif un LDL cholestérol à moins de 1 g et un traitement anticoagulant s'il y avait une complication ou en cas d'hypoalbuminémie. Et bien sûr, l'apport protéidique était normal vu que c'était patients qui avaient une perte massive de protéines. Quand démarrait donc une immunosuppression? Alors, il y a une nouvelle approche, regardez, qui se base sur ce débit de cette protéinurie et ce taux de PLA2R. Quand on était
quand on est un taux de protéinurie en 4 et 8 grammes et un taux de PLA2R moyen, ou même quand on est à des taux beaucoup plus élevés, eh bien, les auteurs préconisent de réduire cette période wait and see jusqu'à 3 mois, ou parfois même de démarrer d'emblée, on verra dans d'autres articles, rapidement l'immunosuppression. C'est ça ce que je voulais, ça c'est De Vries qui a fait ses arbres décisionnels. Regardez, à chaque fois, par exemple là, regardez, quand vous avez un haut taux de PLA2R, quel que soit le niveau de protéinurie, même minime, elle suit mensuellement le titre des anticorps anti-PLA2R, et si ce titre ne bouge pas ou qu'il augmente, il faut démarrer d'emblée l'immunosuppression. Et également, dans les autres situations, regardez, quand vous avez un taux moyen de PLA2R, quand c'est un syndrome néphrotique, que le titre reste stable ou augmente, également démarrer d'emblée l'immunosuppression. Également, quand vous n'avez pas de syndrome néphrotique, mais que vous avez un titre également ici qui reste stable ou augmente, il faut démarrer immunosuppression. Donc, quand on a un PLA2R, un anticorps qui est très élevé, quel que soit le niveau de protéinurie, il ne faut pas attendre. Ce qu'elle préconise, c'est de suivre mensuellement, au moins 3 mois, le titrage de ces anticorps, et là, démarrer l'immunosuppression. Dans les cas où l'immunosuppression n'est pas démarrée, là, on verra qu'on pourra suivre le titre des anticorps anti-PLA2R de manière bimensuelle. Donc, comme j'ai dit, toute la tendance actuellement va vers la réduction de cette période wait and see à 3 mois en cas de PLA2R élevé. Maintenant, quelle immunosuppression choisir? Vous connaissez les agents alkylants classiques, que sont le cyclophosphamide et le chlorambucil, les protocoles de Ponticelli, qui ont prouvé leur efficacité dans l'induction de la rémission et dans la préservation de la fonction rénale à long terme. Et donc, c'est la seule thérapeutique ayant prouvé jusqu'à présent et qui a un intérêt statistiquement significatif à long terme. Qu'on soit bien clair, c'est la seule thérapeutique qui a prouvé un effet positif à long terme. Mais elle pose le problème de toxicité, notamment gonadique, de complications, et puis j'ai trouvé aussi quelques rares cas d'insuffisance surrénalienne qui ont été rapportés avec le protocole de Ponticelli du fait de l'interruption mensuelle des corticoïdes. Et puis, vous avez les inhibiteurs des calcinurines, je citerai le tacrolimus et la cyclosporine, qui eux également ont prouvé leur efficacité en matière de rémission et en matière de préservation de la fonction rénale. Mais en fait, donc 70 à 80% de rémission avec une tolérance acceptable, mais le grand problème de ces inhibiteurs des calcinurines, c'est les rechutes à l'arrêt du traitement qui sont très fréquentes avec un très haut risque de fibrose rénale. Le rituximab, la star de l'arsenal thérapeutique. Donc là, je citerai l'essai GEM-Ritux, que vous connaissez tous, de l'équipe de Karine Dahan, et donc où elle a utilisé du rituximab à J1 et à J8, à la dose de 375 mg par mètre carré, donc 2 doses. Et il a été prouvé que ce rituximab réduisait de manière très significative, donc il était responsable il réduisait les PLA2R et il était responsable d'un taux de rémission très important par rapport à une thérapeutique standard, c'est-à-dire une thérapeutique symptomatique. Donc, mais ce qui est important, et je voulais revenir sur ce point, c'est que souvent on donne le rituximab et on s'attend à ce qu'on ait un résultat sur place en termes de protéinurie de rémission. Eh bien, la moyenne regardée est de 7,5 mois pour avoir une réponse. C'est-à-dire qu'il faut savoir être patient quand on donne du rituximab. Regardez l'extrême, ça peut aller jusqu'à 1 année. C'est-à-dire vous pouvez donner votre rituximab, il faut savoir être patient, vous pouvez avoir une réponse positive après 1 an. Le résultat, c'est-à-dire la réponse ne sera pas immédiate. Et puis il y a cette étude Mentor, qui aussi n'est pas encore... j'ai trouvé que la publication concernant la méthodologie, elle a été présentée à l'ASN Week
en 2017, et donc qui a comparé le rituximab à la cyclosporine et qui a prouvé que le rituximab était aussi efficace que la cyclo pour induire la rémission, qu'il n'était pas inférieur dans l'induction d'une rémission à long terme, avec une réduction du nombre de rechutes et surtout moins d'effets secondaires. Et puis il y a aussi cette autre étude européenne en cours, étude Starman, qui va comparer le protocole de Ponticelli avec la combinaison tacrolimus-rituximab. On attend les résultats de cette étude qui va être, je pense, qui va impacter notre pratique de tous les jours. Les perspectives thérapeutiques, il y a d'autres molécules qui ont été également utilisées, telles que le belimumab, le bortezomib, donc je les ai trouvées aussi qui ont été utilisées dans la littérature. Et après, que fait-on ? Et après, je reviens à De Vries avec ses fameux arbres décisionnels. Regardez, si vous avez une déplétion rapide des PLA2R de plus de 90% en moins de 6 mois, elle préconise d'arrêter l'immunosuppression. Si vous avez une réduction de moins de 50% à 6 mois, il faut modifier l'immunosuppression. Et si là, vous avez une baisse vraiment minime, entre 50 et 90%, là, il faut continuer l'immunosuppression. Et la greffe rénale, pour faire plaisir à M. Romdani. Alors, j'ai trouvé aussi qu'en fait, le taux d'anticorps anti-PLA2R, quand il était très élevé, le pourcentage de rémission était beaucoup plus élevé. Maintenant, la question, faut-il attendre que le patient négative des anticorps anti-PLA2R pour greffer? Je ne sais pas, les auteurs ne sont pas très d'accord. Mais la grande question qui se pose, c'est que s'agit-il d'une extramembraneuse de novo ou de récidive? Parce que la majorité de nos patients, on ne connaît pas leur néphropathie causale. Et quand on se retrouve devant une extramembraneuse en post-greffe, on se pose toujours la question, est-elle de récidive ou de novo? Voilà, je termine par des messages à retenir. L'extramembraneuse est dorénavant une maladie auto-immune établie, puisqu'on a découvert ces deux anticorps antigènes podocytaires. Ces anticorps anti-PLA2R ont un intérêt diagnostique, pronostic, dans le suivi, dans le traitement et dans l'éventualité de la récidive post-greffe. Rappelez-vous, l'IF, c'est pour le dépistage, l'ELISA pour le monitoring et les antigènes dans la biopsie, c'est beaucoup plus sensible. Dépister systématiquement les infections et les cancers. La PBR, je l'ai dit, donc seule indication pourrait s'en passer, PLA2R très positif, protéinurie non néphrotique, fonction rénale normale, réduire la période wait and see dans notre prise en charge thérapeutique. Et les agents alkylants sont les seuls qui ont prouvé l'efficacité à long terme. Le rituximab est aussi efficace avec moins d'effets secondaires. Et puis savoir être patient pour attendre la rémission. Je vous remercie. Bravo Selma pour cette excellente synthèse sur la GEM. La parole est dans la salle si vous avez des questions. Merci beaucoup, Selma. Merci, c'est excellent. Je voulais juste revenir sur deux éléments importants. Sur la série des patients que nous avons biopsiés dans le service et le constat qu'on a fait. Au fait, on a de plus en plus de jeunes patients ayant une extramembraneuse et même parfois moins de 30 ans. Clair, c'est une glomérulopathie qui peut se voir maintenant chez des patients et des patientes jeunes. Ça, c'est, disons, juste une réflexion. Par contre, moi, ce qui me gêne chez ces patientes-là, c'est qu'est-ce qu'il faudrait chercher comme étiologie? Parce que tu le dis, il faut chercher une étiologie que l'on a ou qu'on n'a pas les anti-PLA2R. Et vraiment, là, je suis bloqué, je ne sais pas quoi chercher. Il n'y a aucun signe clinique. Et puis, chercher, qu'est-ce qu'il faudrait chercher? Est-ce que tu as une idée un peu? Est-ce qu'il y a un algorithme de recherche? Et quand tu dis immunosuppression, c'est ma troisième très rapide. Quand tu dis immunosuppression, changer l'immunosuppression, faites pas l'immunosuppression toute seule. On a toujours donné la corticothérapie et l'immunosuppression. On n'a jamais donné d'immunosuppresseur seul. Quand tu dis dans l'algorithme, il faut changer l'immunosuppresseur, c'est bien sûr garder la corticothérapie et changer l'immunosuppression. Effectivement.
Effectivement. Donc, concernant les étiologies à rechercher, la liste est très longue. Je ne voulais pas la mettre parce que ça allait encore alourdir plus mon diaporama, mais la liste est hyper longue avec toutes les origines infectieuses et tout. Et c'est vrai qu'on en a discuté à plusieurs reprises dans le service de cette fréquence accrue de l'extramembraneuse chez une population de plus en plus jeune. Et on avait même proposé de faire un travail épidémiologique dans ce sens. Et on s'était dit pourquoi pas, peut-être il y a, je ne sais pas, on avait évoqué la possibilité d'intoxication aux herbicides, aux pesticides et tout, parce qu'on n'arrive pas à s'expliquer cette extramembraneuse qu'on voit chez des patients de plus en plus jeunes. Et donc pour répondre à la question que rechercher, il ne faut pas s'arrêter, tant qu'on n'a rien, il faut rechercher, surtout je pense que chez le sujet jeune, il faut rechercher le plus possible de pathologies qui peuvent être d'origine secondaire. Il n'y a pas d'algorithme qui a été proposé dans ce sens. Concernant l'immunosuppression, bien sûr, je ne parle pas des corticoïdes. Quand je parle des immunosuppressions, c'est en différenciant agents alkylants du rituximab, de cyclosporine. C'est dans ce sens. La corticoïde, les corticothérapies, bien sûr, elle est toujours de mise. Merci beaucoup pour ta présentation. Ma question, c'est que dans le dernier cas où tu dis qu'on n'arrive pas c'est-à-dire que chez le patient, il n'y a pas une diminution franche du taux de PLA2R. Oui. On continue l'immunosuppression. Oui. Pour quelle durée? Ils n'ont pas précisé. Et ça n'a pas été précisé. On continue et on verra. Mais déjà, on est déjà fixé sur la période de 6 mois comme première étape d'évaluation. Et au-delà, on peut aller encore, on peut encore continuer jusqu'à 2 ans ou plus. Madame Dukori. Rapidement. Oui, rapidement. Oui. Selma, je salue le militaire, ton présentation est excellente. Par contre, peut-être il faut peut-être faire une petite pression sur les anapathes ou l'ISN de nous faire un petit peu les sous-classes d'IgG. Effectivement, oui. Ce serait intéressant, ça ne coûte pas grand-chose. Effectivement. C'est un petit peu intéressant pour classer. Si on a une IgG4, IgG4, effectivement. Pas mal de GEM, on les biopsie, c'est après qu'ils découvrent des causes secondaires, des néoplasies, des lupus. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir au moins un seul anapathe au Maroc, il nous fait ça et qu'on les adresse les biopsies. Tu as tout à fait raison, Driss. D'ailleurs, on en a parlé, moi et Madame Dukori, ma collègue, pour parler à l'anapathe au niveau de l'hôpital. Et j'en profite pour demander au directeur de l'hôpital de nous procurer les réactifs pour pouvoir faire les IgG, les sous-classes des IgG. Non, on a le directeur avec l'hôpital avec nous. Fadeli. Merci. Merci, Dr Riyad, pour cette très belle présentation. C'est juste une remarque pour nos patients qu'on suit, c'est qu'il n'y a pas toujours de corrélation entre la sérologie et l'évolution clinique. On a des cas qui ont des 1500 de taux des anticorps avec une protéinurie 1 gramme et vous avez dit qu'il faut traiter quel que soit le taux de protéinurie, alors que si le taux des anticorps est très élevé, et on a des patients qui sont négatifs en cours de traitement alors que la protéinurie reste continue à augmenter et je ne sais pas quoi faire devant ces situations. Tu as réussi à avoir un taux de PLA2R, toi? Nous, on l'a pas, on n'a que l'IF. J'ai demandé, tu l'as. Oui. Très bien, donc c'est une bonne chose, tu me donneras l'adresse. Écoute, alors sur quels critères tu as décidé de biopsier ces patients? Si tu as donc tu n'as que puisque tu n'as pas de protéinurie. Non. Tu avais une protéinurie. Une protéinurie 1 gramme chez un patient qui est d'un certain âge. On fait la biopsie rénale, on trouve une extramembraneuse, on fait ultérieurement des anti-PLA2R qu'on trouve à 1500. Oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on traite? Parce que vous avez dit qu'il faut traiter quel que soit le taux de protéinurie avec des anti-PLA2R qui sont élevés. 1500, c'est énorme comme taux. Et ce que dit Devries, c'est qu'il faut traiter. Parce que ça veut dire que c'est la maladie qui est très active si tu ne traites pas. Et en plus, si tu restes même à 2-3 grammes, tu n'es pas dans les objectifs thérapeutiques. Il faut démarrer immunosuppression. Au pire, ce que je te demande pour être un peu plus prudente, peut-être ce que fait d'ailleurs l'équipe de Ranco, c'est qu'ils réduisent cette période de wait and see à 3 mois. Voilà, mais pas plus. L'équipe d'Amiens, question très courte, s'il vous plaît. Juste une petite question. Qu'est-ce que vous définissez comme un taux haut? Est-ce qu'il y a un consortium dans les études? 1500, c'est le taux qui a été évoqué comme haut. Voilà. Comme haut. Voilà. Et une deuxième petite question, est-ce que vous avez tendance à traiter des récidives sérologiques? C'est-à-dire que le patient que vous suivez avec des anticorps qui montent, sachant qu'on sait qu'il y a globalement un délai de 2 mois entre l'apparition des anticorps et la récidive clinique, mais qui n'a pas récidivé cliniquement.
On revient à ce que vient de dire professeur Fadeli. Faut-il traiter c'est la même question qu'elle vient de poser. Attendez aussi 3 mois et vous verrez. Mais si vous vous fiez à l'algorithme que je vous ai donné, vous devrez traiter. Merci. Tracy. Merci. Moi, ça me permet juste d'interpeller Madame Baïhia sur la mise à jour des recommandations sur la glomérulopathie. Effectivement. Et vous voyez la différence énorme entre ce qui est écrit dans les recommandations de nos glomérulopathies et ce que vient d'être dit maintenant. Voilà. Avant dernière question. L'avant-dernière question, c'est Valran. Bon, d'abord, félicitations, Selma. Moi, je veux reprendre une discussion qu'on a eue il y a 2 ans à Yaoundé, au Cameroun, lors du congrès africain, avec la présentation de Pierre Anco, que j'ai réécouté il y a 3 jours à l'Académie de médecine. Il parlait bien sûr de la recherche. C'est pour la première fois que nous avons un marqueur qu'on peut doser dans le sang pour une maladie rénale. Effectivement. Spécifique. Oui. Et c'est une spécificité quasi parfaite. On est presque à 100%. Bon, la sensibilité est autour de 70%. Moi, je pense qu'il est temps, peut-être, de changer les paradigmes. C'est-à-dire, et d'oser, j'allais dire, de prendre 2 groupes. Là, on ne fait pas de biopsie et on pose le diagnostic sur le PLA2R et on lance la prise en charge thérapeutique. Et de l'autre côté, on fait la biopsie et on voit. Moi, même cette histoire-là de jeunes, qu'avait dit Oustad Ramdani, sur les causes, la chose que nous avons contre, c'est que dans le suivi 5 ans, 10 ans, 15 ans, on n'a jamais vu apparaître une pathologie néoplasique ou quelque chose, on n'a jamais pu être. Bon, bien sûr, on dit peut-être que c'est environnemental, etc. Oui. C'est possible, ça peut nous échapper, quelque chose de toxique. Mais je pense qu'il est temps. Pourquoi? Parce que les 3/4 du monde n'ont pas d'anapathe. À un certain moment, il faut qu'on arrête simplement de réfléchir seulement avec la logistique avec laquelle on travaille, mais aussi de réfléchir avec la logistique avec les autres. Et si on prend le cas de l'Afrique, il n'y a pas plus d'une dizaine de laboratoires d'anapathe dans l'ensemble, j'allais dire, du continent. Il n'y en a que, je pense, il y a que Dakar, je ne sais pas moi s'il y a un autre en Afrique, j'allais dire à Brazza ou Kinshasa plutôt. Ils n'ont même pas à Kinshasa. Je pense qu'il n'y a qu'à Dakar, dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc il y a une grande part de l'humanité qui n'a pas accès à l'anapathe. Et donc pour la première fois qu'on a un modèle de maladie avec un marqueur qu'on peut doser, et il y a même des laboratoires, des industriels actuellement sont prêts à travailler sur des kits et le rendre économiquement accessible. Donc je ne pense pas qu'il faut qu'on balaye d'un coup de main, même si je comprends parfaitement d'un point de vue, j'allais dire, presque idéologique, il faut qu'on ait l'histologie, il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait ça, et enfin on peut, d'accord, sachez que les 80% des néphrologues n'ont pas accès à ça. Et ils ont en face des malades, et qu'à un certain moment, on a une opportunité, avec une maladie qui a un marqueur, osons le faire. Peut-être que les équipes qui ont cette logistique d'anapathe devraient pouvoir le faire et démontrer que peut-être que ça marche. Voilà. Cette bon, idée, Abdou, je sais qu'il va réagir. Cette idée, elle est très tentante. Non, je voudrais lui répondre, s'il te plaît. Mais moi, sur le plan pratique et pour enseigner aux jeunes, je trouve la valeur médico-légale de ce qu'on fait, et moi, on m'a toujours appris au service tant que j'étais résidente, pas d'immunosuppression sans biopsie. Donc, pour moi, moi je trouve que c'est médico-légal, c'est comme ça, c'est des précautions qu'il faut prendre. On est dorénavant avec une population de plus en plus exigeante. Donc, pour moi, la seule indication, et là c'est mon avis, et je suis tout à fait d'accord, fonction rénale normale, protéinurie non néphrotique, PLA2R positif, pas de biopsie. PLA2R va être d'emblée fait chez tout le monde, je suis tout à fait d'accord. Mais biopsie ou pas, et se passer de biopsie quand j'ai une petite insuffisance rénale ou une protéinurie massive, là je ne suis pas d'accord, il faut faire une biopsie. Sincèrement, ce débat est super intéressant, mais on va devoir l'interrompre parce qu'on a perdu 45 minutes quand même. S'il vous plaît, on va continuer et on va terminer ça au cours d'un bon café. Je suis sûr qu'on ne va pas arrêter ça.